Oui, bonjour. D'une certaine manière, cette conversation que nous allons avoir, présentation de travaux aussi, poursuit les réflexions qui ont été amorcées dans cette première, la table ronde qui a eu lieu à 9 heures, ce qui prouve la cohérence de notre programme. On a quand même bien travaillé sur ces enchaînements. Donc oui, la réalité virtuelle, c'est quelque chose dont il ne vous a pas échappé que c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. Le Festival de Cannes cette année a ouvert une partie de son marché du film à un marché autour de ces questions. Il y avait la possibilité de regarder, de mettre des casques sur la tête comme ça et de regarder un certain nombre de films. Le Festival de Venise a mis en place une compétition de films. J'hésite à dire film parce que, disons, par commodité, on dira film en réalité virtuelle. Des compétitions. Il y a des salles qui s'installent où on peut voir des productions de ce type. À Paris, il y a le MK2 Bibliothèque. Il y a une salle, un espace dédié avec plusieurs postes de consultation, un bar à côté, enfin quelque chose d'assez convivial. Le Luxor aussi à Paris. Il y a quelques jours, à Marmande, il y avait une autre rencontre autour du cinéma d'animation sur l'animation, le documentaire animé où il était question, c'était la Nef qui organisait ça, il était question d'une production des poissons volants où le principe c'est d'explorer des œuvres picturales en réalité virtuelle. Il y a eu des débats, moi je n'y étais pas, mais on m'a un petit peu raconté. Là, en l'occurrence, c'était La Tentation de Saint-Antoine, le tableau de Jérôme Bosch, où il s'agit de pénétrer dans l'œuvre, de lui donner un volume et d'explorer les détails. Enfin, une dimension à la fois exploratrice, didactique aussi, qui est à l'œuvre. Donc là, c'est le documentaire animé. Voilà. Alors cette histoire de réalité virtuelle, je vous conseille, parce que j'avoue que quand j'ai commencé à m'intéresser à la question, je ne savais pas grand-chose. Donc voilà, c'est un peu pour ça aussi que j'avais proposé ce thème, ou en tout cas de m'y intéresser. Donc je suis vraiment néophyte. Donc j'ai regardé un certain nombre de choses et je vous conseille l'article de Wikipédia sur cette histoire qui est assez détaillé. Je n'ai pas les capacités de juger de sa pertinence, mais bon, ça m'a l'air plutôt juste, où ils disent que la formule réalité virtuelle, enfin il y a plein de choses, mais ce que j'ai pu retenir, c'est que l'expression réalité virtuelle, en fait le premier à l'avoir utilisé, c'est Antonin Artaud à propos du théâtre, et que c'était une des premières occurrences, enfin de l'association de ces deux mots. Il cite aussi une nouvelle en 1935 d'un certain Stanley J. Weinbaum, que je ne connais pas, qui s'appelle Pygmalion Spectacle, où dans cette nouvelle, on décrit des lunettes qui permettent à celui qui les porte d'accéder à un univers virtuel dans lequel il peut interagir, toucher et sentir. Je ne suis pas très féru en science-fiction, mais j'imagine qu'il doit y avoir des équivalents après 1935, peut-être avant, je ne sais pas. Ce que j'ai retenu aussi qui m'a intéressé, c'est que le mot virtual reality, en fait, en anglais, veut dire plutôt quasi-réalité. On pourrait dire que la réalité virtuelle, il y a quelque chose d'un peu, c'est l'ordre de l'oxymore, donc c'est plutôt, ça pourrait être traduit aussi par quasi-réalité. Voilà, c'est pour apporter un peu quelques petites nuances. Ce dont je me suis, sans doute le savez-vous, mais il y a plusieurs types de réalité virtuelle, en termes de procédés. Il y en a je dirais une première, je ne sais pas, disons la plus simple, où on est assis, on est toujours assis avec un casque, on a toujours un casque et des écouteurs. Et on est face à un spectacle à 360 degrés, et donc on peut tourner et découvrir ce qui se passe autour de nous, en haut, en bas. Et on est immobile, on est une place à peu près assignée qui ne bouge pas. Et puis il y en a une autre, c'est un peu l'installation que vous pouvez voir de Nothing Happens, là, qui est dans la chapelle, si vous n'y êtes pas allé, où là on est dans une dimension un tout petit peu différente, où on peut se déplacer
Et c'est vrai que le déplacement physique que nous avons dans l'espace qui est sous notre regard, on peut s'approcher des choses et donc se déplacer dans cet espace virtuel. Et on n'a pas une place immobile. Il y a un film d'Inaritu qui a été présenté pendant le Festival de Cannes, qui est exposé, enfin j'ai exposé parce que c'est vraiment une installation très, très lourde, qui est exposée à Milan, je crois maintenant, où on est cette fois-ci dans une situation encore un peu plus sophistiquée, je dirais. En tout cas, on est dans une étendue de sable. On a un sac à dos avec du matériel, des capteurs, je ne sais pas quoi, et donc on est relié à aucun fil, donc on nous demande de marcher pieds nus, et on est là dans un espace de désert. Donc évidemment le désert visuel correspond à la sensation tactile que nous avons avec les pieds, et on se retrouve propulsé au milieu d'une histoire de frontières où des immigrés mexicains essayent de passer, et la police américaine fait une histoire assez trouble comme ça. Enfin bon, après on peut discuter du rapport entre la débauche de moyens et ce que ça raconte, mais toujours est-il que là, on peut complètement se déplacer dans l'espace, y compris pénétrer à l'intérieur de chacun des personnages pour vivre une expérience de palpitations corporelles. Enfin, c'est un truc. Donc, on voit bien qu'il y a plusieurs procédés comme ça qui existent. Alors, c'est vrai que quand on est quand on aime le cinéma, quand on est cinéphile, on se dit est-ce que j'ai vraiment envie de vivre ça ? Quel rapport ça a avec le cinéma ? C'est-à-dire qu'on peut aussi se dire qu'on aime bien, en tant que cinéphile, être porté par un film qui se trouve face à nous, et que des plans soient agencés par un auteur-réalisateur, et que ce monde qu'on voit, qu'on découvre, c'est ça notre plaisir, qu'on n'a pas vraiment envie de tourner la tête, d'attraper un torticolis, voilà. D'autant que quand on voit des films en réalité virtuelle, la plupart du temps, on est assez déçu, on trouve ça relativement sommaire. Alors, je ne sais pas si on a complètement raison de comparer cela avec le cinéma. On pourrait dire aussi que d'une certaine façon, la réalité virtuelle, c'est un peu la victoire d'Edison, parce que c'est l'équivalent du kinétoscope, c'est-à-dire une consultation individuelle. Et je me souviens d'une boutade, enfin je ne sais pas si c'était une boutade, d'André Labarthe, qui disait un jour que finalement le cinéma n'aurait été qu'une parenthèse dans une histoire de la reproduction audiovisuelle qui commence à Edison et qui se poursuit avec la télévision, les ordinateurs, les tablettes, enfin, donc, que le cinéma était une parenthèse dans cette histoire qui dépasse de beaucoup le cinéma. Et c'est vrai que quand on voit dans le métro, je sais pas, regarder des gens, voir des gens qui regardent des films sur leur téléphone portable, quand on est un amateur de films, le grand écran et tout ça, on trouve ça un peu ridicule. On imagine mal voir autant n'emporte le vent sur un téléphone portable dans le métro. La réalité virtuelle, en fait, c'est quelque chose qui est jouable. C'est-à-dire que tout d'un coup, avec ce petit téléphone, il y a même des marques, je crois Samsung, qui offrent le casque de réalité virtuelle avec. Donc on est plutôt dans cette lignée, quoi. Donc c'est pour ça que comparer avec le cinéma, c'est peut-être pas tout à fait une bonne solution. On peut essayer d'imaginer que c'est autre chose, que c'est un autre type d'expérience, une autre façon de s'abstraire de la réalité, parce que quand on est au cinéma, notre corps, à un moment, s'abstrait, enfin, à partir du moment où on est absorbé par le film. Un certain type d'abstraction est différent avec la réalité virtuelle. On en parlait avec Nicolas, avec les premières expériences qu'on peut avoir, on a l'impression de flotter un peu au bout d'un moment, on a l'impression d'être en espèce d'un état d'apesanteur, enfin, un autre type de rapport. Enfin bon, il y a plein de choses sans doute à dire autour de ces questions, mais et si les films, la plupart du temps, nous déçoivent, il faut peut-être mettre ça sur le compte
du fait que c'est encore une technologie qui débute. Et on sait très bien que les nouvelles technologies, tous ces moments de naissance, c'est la technologie elle-même qui, pendant un certain temps, est le spectacle de ce qui nous est proposé, et que les contenus prennent sans doute un petit peu plus de temps. Mais il se trouve que nous avons avec nous des créateurs et un producteur, donc, qui eux proposent des films qui sont, à mon avis, un peu plus convaincants que ce qu'on voit le plus souvent. Donc Emmanuel Alain Rénal, donc vous avez la notice, je ne vais pas en dire plus. Oui, on lui raconte un peu sa vie. Il était producteur du Nothing Happened de Michel et Ulrich Ranot. Donc vous avez l'installation, je le dis, à la Chapelle. Théodore Youchef, Vaïcha l'aveugle, il a fait ce film d'animation qui a été primé à Annecy, prix du public à Annecy, et propose aussi visible dans la même chapelle une version en VR. Et enfin Nicolas Brault, qui a réalisé un certain nombre de films d'animation primés aussi, et qui lui est en train mais là c'est à l'état de projet, hein, il pourra nous montrer quelques esquisses simplement d'un film qui, d'une certaine manière, enfin en réalité virtuelle, qui poursuit son travail d'animation d'une autre façon. Je ne vous en dis pas plus, parce que je n'en sais pas plus en fait. Mais c'est lui qui nous en parlera. Donc on va commencer par Emmanuel, Alain. Donc est-ce que tu peux déjà compléter un peu, peut-être par rapport à ce que j'ai dit un peu rapidement, sur cette histoire de réalité virtuelle? Tu as un micro? Il marche toujours pas celui-là. Oui, bonjour à tous. Déjà en introduction, je voudrais préciser quelque chose, c'est que je ne suis absolument pas spécialiste de la question. Et pourtant, c'est la deuxième table ronde sur 3 que je vais faire en 1 mois et demi, ce qui montre que peu de gens en fait, ont cette étiquette de spécialiste, et ce qui prouve aussi qu'on est balbutiement de ce type d'œuvre. Je ne suis pas spécialiste de la question, et puis a priori, j'aime pas vraiment ça, donc ça m'éloigne vraiment du sujet. Voilà, je me souviens de la réaction que j'ai eue dans une salle MK2 devant la pub de la salle MK2 VR à Bibliothèque. Et je sais pas si vous l'avez en tête, mais c'est un montage d'images d'archives prise sur une trentaine d'années, de gens qui mettent un casque. Et puis le message de la publicité a eu l'effet inverse sur moi. Je me suis dit, ça fait 30 ans qu'on en parle et 30 ans que ça décolle pas. Est-ce que c'est vraiment intéressant, cette histoire? Là, ce qu'on peut constater actuellement dans la VR, c'est différentes œuvres. Alors, il y a une utilisation dans les applications, où là, moi, en tant que producteur, je peux parler de marché, c'est-à-dire notamment la médecine, mais aussi le domaine de l'immobilier, par exemple. On voit beaucoup d'applications qui existent dans ce domaine-là pour pouvoir projeter le futur vendeur dans un espace qui est vide ou dans un espace qui est en construction. Le deuxième type d'œuvre, on parlait tout à l'heure de trompe-l'œil, c'est un peu ce que moi j'appellerais des œuvres plus touchant à l'art forain qu'à l'écriture et à la création. Je saute en parachute, mais avec mon casque. Je fais comment ça s'appelle, les grands 8, voilà, avec mon casque. Là, beaucoup d'œuvres tournent autour de ça. Et puis, pour parler de création, 2 types d'œuvres, ce que je dénote, une plus de l'ordre du documentaire, effectivement, avec des incursions dans le réel et dans la confrontation du réel. Je pense notamment à The Enemy, produit par Camera Lucida, ou encore comment ça s'appelait déjà, Philippe, c'est ça, merci. Et puis tout nouvellement la fiction dans son sens narratif, tant en prise de vue réelle qu'en animation. Voilà, moi j'avais beaucoup de doutes, et il se trouve que j'ai coproduit avec Dinx Technofilm le film de Michel et Ulrich Ranot, qui était au départ un court-métrage que je vais vous montrer, parce que sinon c'est compliqué de parler de l'œuvre sans avoir vu le film. Et puis en milieu de la création, Michel Horry vient de me voir en me disant, vient de nous voir, les producteurs, en disant, on va faire en plus une expérience VR. Donc là j'ai dû cacher ma joie. Super, bonne idée. Et puis finalement, en discutant avec Michel Horry, je me suis rendu compte, et j'ai beaucoup aimé leur approche, notamment
après on est rentré dans le détail du projet, mais de se dire, nous sommes des créateurs, une technologie nouvelle apparaît, on a le devoir de s'en emparer et d'essayer de la comprendre, d'essayer de créer avec. Et ça m'intéressait, ça me faisait écho aussi à une phrase que j'aime bien de François Sagan, qui est de écrire, c'est courir un feu avec un seau d'eau, et peu importe la taille du seau, et finalement peu importe la forme, et ils avaient un besoin de s'emparer de ce seau et d'essayer justement de s'en servir pour communiquer leur message. Et du coup, bon, alors, du coup, je me suis un peu plus enthousiasmé. Et on est rentré dans cette écriture qui avait en plus une particularité un peu oulipienne, puisque du coup, il a fallu créer une narration avec des éléments qu'on avait déjà fabriqués, puisqu'on était au milieu de la fabrication du court-métrage. Peut-être que le mieux, c'est que je vous montre le court-métrage, et puis après, on rentrera un peu plus dans le détail. Donc voilà, le film est quand même assez radical, notamment dans sa mise en scène. En termes de marketing, on aurait pu trouver un nom plus vendeur, et ça a été encore plus compliqué quand on a parlé de Nothing Happens en VR, ce qui est quand même le comble. L'idée donc du coup est venue en fait de faire au départ ce que j'ai appelé une déclinaison, et maintenant je n'utilise plus du tout le terme, mais vraiment d'essayer de proposer par cette approche VR autre chose. C'est parti d'une rencontre avec Milan, qui est un technicien. Michel et Uri travaillent et vivent à Viborg, au Danemark. Michel anime un atelier qui s'appelle Anidoc autour de l'animation documentaire animé plutôt. Et Uri est professeur à l'Animation Workshop. Et donc c'est un lieu, Viborg, je ne sais pas si vous connaissez, mais assez étonnant, où beaucoup de talents se croisent, beaucoup de talents de l'animation, notamment de l'animation européenne. Et c'est la rencontre d'abord avec un technicien, alors un designer VR, Milan, qui a donné l'envie à Michel Uri de s'emparer de ce médium. Et bien sûr, pas d'essayer, en tout cas, de ne pas s'en emparer gratuitement. Et ça leur a posé une question, et du coup, ils ont voulu vraiment essayer de créer une écriture autour de cette technique. Alors, tout à l'heure, je parlais de principes un peu oulipiens, alors, parce que tout était que contrainte. On était à la moitié de la fabrication du court-métrage. Beaucoup d'éléments étaient déjà fabriqués. Je vais vous montrer une petite vidéo making-of. Je vais couper le son pour pas... Mais ça vous permet de voir comment le court-métrage s'est fabriqué, mais également comment les contraintes techniques que ça entraînait derrière. Puisque c'est, comme vous l'aurez pu le remarquer, de la rotoscopie qui est ensuite peinte. 3 cadres. Et un des cadres avec des personnages coupés, donc impossible de les mettre dans un environnement VR sans trouver un truc, puisqu'on ne pouvait pas recréer les jambes. Et du coup, voilà, ils ont pensé cette narration que vous avez peut-être découvert hier ou ce matin, ou que je vous invite à découvrir tout à l'heure, en demandant bien à la personne qui s'occupe de la démonstration de vous mettre le film au début, parce qu'il y a un début et une fin. Déjà, ce que je trouve intéressant, c'est que ça nous plonge dans un milieu animé. C'est intéressant, la conférence de ce matin, puisque justement, là, on est dans une projection mentale, et je trouve ça plutôt fascinant de se plonger dans un univers qui est complètement recréé, plutôt que dans un univers réel, puisque finalement, la VR, c'est rien d'autre que ce qu'on vit tous les jours. Ça a été le premier élément, donc du coup quelque chose en termes d'impression, d'expérimentation, qui était intéressante, de se plonger dans cet univers-là. Et puis ensuite, qu'est-ce que pouvait amener d'autre le film? Alors Michel Uri en parlera mieux que moi, mais je vais essayer très rapidement de poser les bases. Déjà, bon, il y a un élément narratif que le film nous donne. Puisque le film est découpé en 4 séquences, c'est que la dernière séquence est assez impressionnante, puisqu'on se retrouve dans la fosse, à la place du mort, et qu'on regarde ces gens qui nous observent au-dessus. Je parlais de contraintes techniques, et bien justement, comme on avait des plans rapprochés avec plan américain, donc on était obligé de trouver un moyen de les intégrer. Le moyen, ça a été de se servir de la fosse comme limite. Et aussi une réflexion sur l'installation.
je vais vous montrer des éléments. Là, on va terminer le making-of, juste pour que vous compreniez bien la technique. Voilà. Et l'idée de l'installation est venue assez rapidement. Donc ça, c'est l'installation de Venise, puisqu'il était en sélection officielle à la Mostra. Bon, le début n'est pas passionnant, mais vous allez comprendre ensuite. Ça, c'est l'installation originale, puisque là, vous avez une proposition d'installation, mais pas avec tout le décor. L'idée, elle était un peu une réflexion, moi, que je pose sur le quatrième mur, c'est-à-dire qu'à la fin du film, on a ce corbeau qui nous regarde, nous, en tant que spectateurs, et qui vient, du coup, casser, faire tomber ce quatrième mur et nous poser, nous, en situation également d'observateurs et de spectateurs. Donc. Là, l'idée de Michel Horry était de pousser cette situation en créant une installation, ce qui permet en fait aux spectateurs d'être un élément de la mise en scène, puisqu'il devient acteur. Vous allez comprendre un peu plus tard. Voilà. Il met le casque, il regarde quelque chose que les spectateurs, eux, ne voient pas, mais les spectateurs le regardent, lui, en train de vivre l'expérience. Et du coup, le spectateur devient acteur, et ça accentue le mal-être de la situation, puisque le film est quand même assez angoissant, hein, le film VR, mais on sent aussi qu'on est observé sans pouvoir maîtriser ça. Voilà. Donc là, on est sur un nouveau projet avec Michel Horry. Ils veulent continuer cette expérience sur le même principe. Voilà, là, c'est la fosse, hein, c'est le quatrième. C'est le sentiment qu'on a quand on est dans le film VR. Un peu anxiogène. Là, on voit bien que les gens autour de l'installation. Donc, moi, tu parlais de cinéma tout à l'heure. Pour moi, la VR, c'est pas du cinéma. Voilà, c'est ma réponse, elle est claire. Pour moi, le cinéma, c'est un cadre, et la VR, c'est pas du cadre, puisqu'on maîtrise le cadre. Il y a une vraie question. J'ai posé la question à Michel Horry. Pourquoi la prochaine œuvre la faire aussi en court-métrage et en VR? Plein de réponses, mais une réponse qui m'intéresse, c'est que finalement, le court-métrage, on est metteur en scène, on est auteur, et puis on maîtrise. Il y a un peu de ça derrière. C'est-à-dire que moi, quand je vais au cinéma, j'ai envie qu'on m'embarque. J'ai envie d'être pris dans une narration, et alors que je sois embarqué ou pas, c'est autre chose. Mais j'ai envie qu'on me prenne par la main et qu'on me raconte quelque chose. En littérature, c'est la même chose. C'est pour ça que j'ai jamais aimé les livres dont vous êtes le héros. C'est amusant 2-3 chapitres, et puis après, c'est un peu lassant. Là, c'est la même chose. Finalement, ils ont besoin d'être auteurs, de maîtriser complètement leur auditoire dans le court-métrage, et en même temps de tester d'autres choses par la version VR. Donc il y a une écriture, et ils ont testé des choses. Quand on met le casque, il y a un travail au son. Ils essayent de spatialiser le son pour que le spectateur soit attiré par ce son et puisse observer quelque chose qui se passe dans l'environnement. Ça, c'est hyper important. D'ailleurs, on parle d'écriture et de mise en scène dans la VR. Je pense que c'est un élément fondamental. Je me souviens d'un collègue producteur qui m'avait montré un court-métrage d'horreur. Alors déjà, j'ai un peu de mal avec les films d'horreur, mais là, en VR, ça m'impressionnait un peu. Et on se retrouve à la fin dans une pièce. Sauf que moi, j'étais visiblement pas... je regardais pas au bon endroit. Je vois une porte et je vois un acteur se faufiler comme ça, discrètement, avec un couteau, et faire un bruit, mais qui ne marche pas sur moi puisque je le vois arriver. Et normalement, l'effet, c'est de se retourner et d'avoir l'impression de se faire poignarder, ce qui est sympa. Mais bon, là, ça marchait pas du tout, puisque je vois l'acteur venir vers moi, et c'est vraiment la mise en scène et le travail du son est hyper important. Donc, c'est des choses qui permettent quand même de guider le spectateur. Mais... Oui, ça, c'est très important, la question la façon de communiquer, enfin de guider, comme tu dis, le spectateur. C'est-à-dire que là, les projets qu'on voit, finalement, ils s'en dispensent, mais c'est vrai que par rapport à ce que tu décris, hein, qui est un film fantastique ou toute autre fiction,
il y a des problèmes qui se posent en VR, des problèmes en termes de raccord. Si le spectateur a le sentiment d'être libre, il faut en même temps qu'il y ait des indices qui l'aiguillent vers tel ou tel point de l'espace pour pouvoir raccorder avec l'espace suivant. Et c'est vrai que c'est tout un travail assez passionnant de l'écriture. Il faudrait qu'on pourrait revenir dessus un jour. Mais bon, l'avantage là, c'est que les projets dont nous parlons n'en ont pas besoin finalement, parce qu'il n'y a pas vraiment. Ce sont chacun de façon différente, on va en parler. Le film de Nothing Happens, c'est qu'il n'y a pas de parole. L'histoire est quelque chose de diffus. On est plutôt du côté d'une espèce de sensation globale. Enfin, on est dans quelque chose d'un peu mystérieux, donc avec un espace blanc. Enfin bon, on n'a pas les mêmes soucis avec Vaïcha. On est dans un. Enfin bon, on va en parler tout à l'heure avec Théodore. Donc, mais c'est vrai que la question de l'écriture scénaristique avec une histoire, c'est quelque chose d'autre en termes de VR, qui pose un tas de questions, et je sais qu'il y en a qui ont répondu avec des théories sur des sphères et tout ça. Enfin bon, mais ça, il faudrait que quelqu'un plus féru que moi vienne en parler. Oui. Là, du coup, pour finir sur Michel Aoury, on est en train de lancer donc le prochain film qui sera à la fois un court-métrage et une expérience VR, sauf qu'on inverse la situation. Maintenant, on le sait dès le départ qu'il y aura deux œuvres. Donc du coup, c'est l'écriture de la VR qui entraînera l'écriture du court. On va inverser la situation. On espère un résultat réussi, avec un peu plus aussi de réflexion autour de l'interactivité. Et juste pour conclure, voilà, pour moi, le cinéma, c'est un cadre. Là, on est sur une autre proposition qui m'intéresse parce que je suis fan d'art contemporain et que j'essaye aussi d'avoir une réflexion sur animation et art, notamment à travers un projet qui me tient à cœur et qui devrait, dans les mois à venir, naître, qui est le projet de la galerie Miou, qui est un lieu de valorisation du travail plastique de nos réalisateurs d'animation. Voilà, c'est ça qui m'a plu dans ce projet, c'est comment plutôt taquiner l'art contemporain plutôt que révolutionner le cinéma. Voilà, merci. Ça marche. Théodore. Oui, Théodore, donc Vaïcha à l'aveugle. Je crois qu'il faut débrancher l'ordinateur et passer à l'autre. Donc là, le travail, tu vas nous expliquer comment tu es passé et à quel moment l'envie de transformer ce film en film en réalité virtuelle. Et là, en fait, quand on voit des films en réalité virtuelle, le principe, c'est d'avoir la possibilité de regarder, comme on le dit, à 360 degrés, en haut, en bas, derrière. Toi, tu as limiter cette dimension, puisqu'on est finalement dans un cas de figure qui correspond au motif du film, que tu vas peut-être répéter, peut-être il y a peut-être des gens qui ont échappé à ce film, où on est finalement face à quelque chose, et là, qui nous demande, en termes pour le regarder, une espèce de gymnastique oculaire un peu particulière, puisque c'est un personnage qui voit le passé et le présent en même temps. Et donc, nous, en tant que spectateur de la version VR, on doit cligner des yeux. J'ai bien fait de cligner des yeux pour regarder le film. D'accord, je vais commencer premièrement avec une analyse sur le VR, la réalité virtuelle. Vous savez, chaque média, quand ils sortent, la première image, la première œuvre, c'est la traîne qui arrive vers le spectateur. C'était ça l'histoire avec le cinéma, c'était ça l'histoire avec les 3D, et c'était ça la première expérience en réalité virtuelle. C'est la traîne qui arrive et tous les spectateurs sont « waouh, quelque chose arrive en avant de nous ». Mais la question est qu'est-ce qu'on fait après que la traîne est arrivée. Et c'est ici que ça commence l'histoire de réalité virtuelle. Premièrement, bien sûr, on doit s'assurer que le média va exister. Et ça, le premier signe qu'une média va exister, qui va avoir du futur, c'est si c'est embrassé par l'industrie porno. Donc, l'industrie porno a embrassé le VR. Donc, le futur de VR est assuré. Ne t'inquiétez-vous, il va être là. Donc, à partir de ça,
ça commence de différentes sous-sections de réalité virtuelle. Et maintenant, la situation, c'est ça existe encore le tunnel. Donc la traîne a encore ses bouches. Maintenant, ça n'arrive pas, mais ça bouge. Le deuxième, c'est l'installation qu'on sont fait Uri et Michel avec les petits ajustements. Et le troisième, c'est théâtre réactif. Ça veut dire qu'il y a des joueurs, il y a des comédiennes qui vous êtes guidés dans un espace. Mais aussi, ça existe une sous-section qui n'est pas encore exploitée dans la réalité virtuelle. Ça, c'est l'écrit. Ça, c'est l'histoire. Comment rencontrer une histoire, comment évoquer des émotions aux spectateurs, pas juste de regarder autour de lui, mais de voir des émotions. Et c'est ça, en fait, ce que j'ai essayé de faire avec mon film, Vache à l'aveugle, et avec l'expérience virtuelle qu'on a créée. Juste pour préciser, on a eu l'idée de faire une installation VR dès que le début du projet. Dès que le début, on a pensé on va le faire un film en réalité virtuelle. Donc, quand j'arrivais ici à Fontevraud, parce que le film a été créé ici, on a eu dans la tête qu'il va exister comme réalité virtuelle. Mais je vais vous rencontrer pourquoi on a retardé cette expérience-là. Donc, le premier truc que je voulais vous dire, c'est le début. Au début, je voudrais remercier une personne qui est ici dans la salle, Monsieur Catherine. Et à cause de lui, ce film a été créé, a été commencé. À cause de lui, je suis ici à Fontevraud. Je dois tous, monsieur Catherine, et devant tout le public, un grand merci pour cette expérience-là. C'est à cause de lui. Merci, Olivier. Parce que je n'ai jamais eu l'opportunité d'être remercié devant un grand public comme ça. Donc, c'est le meilleur public. Donc, le début était Olivier qui m'a dit « Tu veux faire un film, tu veux venir en Fontevraud et faire une résidence ?» Et je me suis assis un après-midi et j'ai sorti toutes les idées que j'ai eues dans la tête. Et c'était Vache à l'aveugle qui m'a sorti le premier. Et c'est ça. Donc, j'arrive à Fontevraud. Et ici, vous savez qu'est-ce qui se passe. En fait, qu'est-ce que je vais vous faire? On va tourner tout cet espace dans une réalité virtuelle, parce qu'en fait, c'est ici que toute l'histoire de Vache, ça se passe. Donc, j'ai dessiné pendant 30 jours, en écrivant, j'ai fait des recherches, en me promenant autour des chambres. Donc, tous les dispositifs étaient là, tous les arbres, toutes les maisons. Et ça, c'est le premier arbre qu'on voit dans le film Vache à l'aveugle. C'est exactement là, à côté. Si vous sortez dehors la baie, l'arbre est encore là. C'est un petit peu plus grand. Donc, ça, c'est la première place. Si ça vous tente, vous pouvez y aller et voir. C'est vraiment une réalité virtuelle, quoi, qui existe. Donc, vous continuez sur le chemin et vous rentrez, je pense que c'est là. Il y a une maison qui s'appelle la maison Domus Hospitalia. Il existe, vous pouvez passer, voir là-bas. Il y a même des papillons autour qui existent aussi dans le film. Donc, rien n'était inventé, ça existe. Voici la maison. Vous pouvez aller voir. Et si vous continuez sur le chemin, vous pouvez y aller dans une place qui s'appelle la fontaine Saint-Maimboeuf. C'est une source de l'eau. La source était dédiée à Saint-Maimboeuf qui aurait fait des miracles pour les aveugles, d'où sa réputation d'avoir des vertus bénéfiques pour les maladies des yeux. Donc, une fois que vous êtes maladie des yeux, comme Vaïcha, vous pouvez guérir. Et ça pourrait être la fin de cette expérience, de cette installation de réalité virtuelle. Donc, je vous suggère, après, en sortant d'ici, il fait beau dehors, de faire cette expérience dans cette installation-là. Voici, il y a une source, vous pouvez se laver les yeux et tout ça. Mais bien sûr, il existe Eleanor de Quétaine, la première féministe. Le film, l'esthétique du film a été inspirée par beaucoup des
des vitrages et des dessins qui viennent d'ici. Même j'ai pris une selfie avec la Madame Éléonore, c'est pendant une nuit blanche. Et c'est ça que le film a été créé. Pourquoi je dis un film à 4 dimensions, c'est 3 dimensions de l'espace plus le temps. Je voulais encadrer le temps comme un espace. Et bien sûr, il y a beaucoup de trucs comme l'effet Dorian Gray. J'ai essayé de changer le visage de Vaisha avec chaque scène dans laquelle on approche vers la fin pour évoquer des émotions, pour montrer comment tout ce qui se passe a été marqué. Et c'était avec une technique qui j'appelle faux linogravure. J'ai fait beaucoup de linogravure dans mon école. Donc, comme ça, j'étais 13 ans quand j'ai fait tout ça. Donc, c'est quelque chose que je connais. C'était juste une question de trouver une façon de les recréer digitalement. Et bien sûr, j'utilisais Flash parce que c'est le meilleur. Mais j'utilise Flash qui est le premier Flash MX parce que c'est le meilleur c'est ça qui m'aide de travailler plus vite. Donc, c'est ça mon outil. C'est juste question de créer des niveaux, de différents niveaux et imprimer après ça avec une technologie plus avancée, digitale, en animant les couleurs. Donc, c'est ça que j'ai fait. En bref, pour créer l'espace 3D, parce que le film existe en stéréoscopie et aussi l'installation VR, c'est en stéréoscopie. On a allé vers, ça c'est l'image plus complexe qui est 117 niveaux pour créer toute le depth, tout l'espace. Et donc, une fois qu'on a créé, j'ai commencé à créer la version VR. Mais bon, comme le film a eu pas mal de succès, et quand il a été sélectionné à Berlin, ONF a décidé de l'envoyer aux Oscars après ça. Vous savez, l'Académie est très restreinte vers les nouvelles technologies. Quand vous disiez VR aux Académies des Oscars, il faut non, il faut pas faire ça. C'est quelque chose contre notre philosophie parce qu'il ne peut pas profiter de ça. Donc, on a retardé la sortie de ce projet-là. Et une fois que la course des Oscars a été finie, le film a été nominé, on a sorti et on a commencé de l'envoyer toutes les places où on peut montrer la version VR. Le but de créer cette version VR, réalité virtuelle, était de mettre le spectateur sur la place de Vaisha. Donc, plutôt de rencontrer une histoire que de créer une expérience immersive de réalité virtuelle. Parce qu'on sait que la réalité virtuelle, ça peut être très comme un spectateur de tous les espaces, le train va arriver vers vous. Non, c'était de créer une histoire. Et comment on crée une histoire, comment on garde l'attention du spectateur, c'est quand on fait un point fixe. Donc, on crée une genre comme un écran. Donc, c'est pour cette raison-là, j'ai décidé que 360 degrés, ça ne va pas exister dans mon film, ça va être 180. Donc, vous n'avez pas l'opportunité de vous voir là, c'est juste d'ici. Donc, c'est de créer un espace de limitation parce qu'on a une histoire de rencontrer. Et l'autre chose, c'était comment faire le film interactif sans devoir bouger les mains, sans devoir se promener. Et ce qui m'arrivait, c'était d'utiliser l'effet de stéréoscopie. La stéréoscopie, c'est créé par l'œil gauche et l'œil droit. Donc, si vous fermez l'œil gauche, vous allez voir juste l'œil droit, qui est la base de le film, de l'histoire, le concept d'histoire. Donc, on a mis tout en service de cette histoire-là. Vous avez deux opportunités, soit de voir avec votre œil gauche, soit avec votre œil droit. Si vous regardez avec les deux, vous allez voir rien. Ça va être une cacophonie, un chaos d'images.
Et c'est en trouvant ça que ça marchait. On a décidé d'y aller vers cette direction-là, sans se dire au spectateur qu'il doit faire. Il doit suivre son intuition, il doit suivre l'histoire. Mais encore, ce qu'on a trouvé technologiquement, c'est pas nécessairement que vous devez fermer votre œil. Si vous tournez vers la gauche ou vers la droite, ça fait la même effet. Donc, ça existe aussi comme une opportunité qui est peut-être une glitch sur la technologie des VR, mais qu'on a utilisé sur ce projet-là. Donc, ça existe aussi comme opportunité. Si vous tournez à gauche, vous êtes vers le passé. Si c'est à droite, c'est vers le futur. Et en grosso modo, c'était ça. Je pensais juste comme cet petit pas d'aller. Parce que vous savez, maintenant sur VR, on est comme au début du cinéma. C'est comme dans l'époque de Eisenstein et Griffith. C'est comme on crée un alphabet en utilisant la technologie. On essaye d'inventer des petits découvertes pour voir où on va nous amener. Donc, c'est vraiment comme un alphabet. J'espère que cette petite découverte qu'on a fait va aider pour créer des autres œuvres. En fait, je suis en train de préparer une autre installation qui va utiliser cet effet plus profondément, qui sera créé juste comme installation. Donc peut-être il ne va pas exister comme un film, parce que je ne crois pas aux médias qui mélangent tous. C'est bien pour début, c'est bien pour exploiter, c'est bien pour expérimenter, mais un film, un projet doit être créé juste pour un média. C'est tout de mon côté. Merci Théodore. Nicolas partage avec Théodore le fait d'avoir été résident à Fontevraud. Oui. Pardon, on essaie de négocier avec les deux présentations. Non, pardon, oui. J'essayais d'occuper l'espace sonore en attendant. Quoi. Okay. Je ne veux pas te perturber. Vas-y. Ouais. Donc, mais je ne sais pas si le projet que tu as développé a un rapport avec l'abbaye, je ne suis pas sûr. Je veux juste... Ok, là je suis... Je suis là. Voilà, tu es là. Ok. Donc toi, tu as un projet puisque Théodore parlait d'inventer un alphabet, et c'est vrai qu'on est tout à fait dans les tout débuts de la VR. Ouais. Là, ton projet, c'est quelque chose qui ne consiste pas à raconter une histoire. Je ne sais pas de quoi il retourne d'ailleurs exactement. Ouais. Mais peut-être que, pour commencer, enfin je ne sais pas, c'est comme tu veux, on peut peut-être montrer un extrait d'un film pour peut-être des gens ne connaissent pas ton travail, pour avoir une idée de ce vers quoi le projet que tu mènes peut ressembler. Donc je vais quitter ça et puis lancer mon dernier film, qui est un film expérimental qui est aussi en stéréoscopie. Donc déjà, c'est ma première expérience de travailler le cadre, mais avec une profondeur de champ. C'est des moulages en sucre. Donc c'est tout un travail que j'ai amorcé avec un précédent film qui s'appelle Squam, une réflexion sur le corps humain en général. Et puis le projet que je réalise, que je développe maintenant avec l'ONF, mais que j'ai commencé en indépendant, entre autres à Meknes également, à la résidence d'animation Meknes. Donc à développer dans la continuité un projet qui est aussi un projet immersif, mais un projet en VR, où j'essaie de questionner plutôt le point de vue de la conscience en lien avec le corps humain. Donc, je trouvais que la VR était intéressante, comme c'était un médium intéressant parce que finalement, étant donné qu'on est dans le cadre, on est un peu à l'intérieur du corps et puis il y a un corps à réinventer. Donc, c'est ce qui m'intéressait. Et j'avais aussi envie d'apprendre une nouvelle technique.
comme avec ce projet-là, j'ai appris à faire des moulages, ce que j'avais jamais fait, des moulages en silicone. Donc, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, que peut-être les gens en stop motion connaissent bien. Et puis là, avec le projet en VR, j'apprends à faire de la soudure. J'apprends à souder le métal. Et là, c'est un autre casque. J'ai un casque de réalité de soudeur. Et ce n'est pas quelque chose de simple. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en découvrant une nouvelle technique, un nouveau matériau, une nouvelle texture, j'apprends qu'il y a la soudure, mais il y a la brasure aussi, et que lier du métal ensemble, c'est pas quelque chose de simple, surtout quand on fait ça dans son salon chez soi et qu'on ne veut pas partir en feu. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est la découverte finalement des artefacts qui arrivent dans la matière, et comment finalement les premiers tests en VR m'ont montré que mes images que je voyais, par exemple, de l'extérieur du corps comme ça, fonctionne assez mal dans un environnement immersif 360. Donc, j'ai découvert que finalement, le seul point de vue qui était intéressant pour cette version, pour cette série-là sur le corps humain, était un point de vue de l'intérieur du corps. Donc, et finalement, je peux peut-être lancer mes petites images. Je suis désolé de ces allers-retours. OK. Ouais. Okay. Donc, c'est ça, j'avais déjà mis un peu. Donc, la première image à gauche, c'est Corps étranger, qui est la spatialisation 3D d'images de cryosection, finalement, du corps humain. Donc, c'est un petit peu de la 3D fait à main, parce que c'est des photos longue exposition de séquences vidéo de cryosection. Donc, en prenant finalement une photo longue exposition de ces passages vidéo-là, on recrée la 3D, mais à la main. Donc, c'est de la projection 3D fait main. Et voilà. Donc, c'est un projet qui a commencé avec plusieurs inspirations. Il y a Kajal qui m'a beaucoup inspiré, qui est le père de la neurologie moderne. Puis j'adorais ces dessins qui sont des interprétations des neurones. Donc, l'espèce de décalage entre l'image brute et qu'on pouvait avoir avec la qualité des microscopes au départ, et l'interprétation donc des neurologues de l'époque, où c'était intéressant de voir finalement, ça m'a beaucoup inspiré de voir c'est le type d'image qui était assez moderne, je trouvais intéressante. Donc ça a été un point de départ sur une réflexion sur l'imagerie neuronale, disons. Finalement, ça s'est transformé en un projet que j'ai amorcé à Meknes, qui est plutôt l'idée de finalement vague et large du pouvoir de l'esprit sur la matière, mais j'essayais de prendre ça avec un peu d'humour, donc autour du concept des tables tournantes, des salons parisiens, entre autres. Et aussi des personnages connus du grand public, comme l'illusionniste Yuri, qui dans les années 70 pliait des objets métalliques comme ça par la force de sa pensée. Donc, de là, je pense, est restée l'idée du métal. Donc, en gros, ça vous trace un peu le chemin parcouru dans ma tête sur mon projet, qui est vraiment à l'étape de maintenant qui rentre en développement à l'ONF. Mais je me sens un peu comme les résidents ici à Fontevraud, où on avance un projet, puis on souhaite qu'on puisse aller jusqu'au bout, mais en même temps, je vous présente tout ça avec beaucoup d'humilité, parce que c'est possible que le projet prenne une autre forme et tout, mais c'est un peu, je pense que c'est quand même pertinent ici, dans ces rencontres-là, de prendre un projet qui est en début de production, et puis de voir que les méandres finalement de l'écriture d'un projet de cours, et dans ce cas-ci qui est pensé en premier lieu comme un projet de réalité virtuelle, qui se déclinera certainement à un projet stéréoscopique linéaire, un court-métrage. Donc après, je suis tombé sur un livre qui m'a beaucoup inspiré d'un
philosophe de l'esprit, un scientifique, un informaticien qui a beaucoup réfléchi sur le soi à travers un concept de boucle étrange, donc de rétroaction finalement entre le corps et l'environnement, autant à un niveau micro, donc inconscient ou non conscient, à un niveau macro, puis donc de la conscience, et puis comment finalement c'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui interagit avec le monde, et ça m'a beaucoup inspiré, beaucoup pour le concept de boucle qui est utilisé en animation, et puis disons que ça m'a donné un point de départ sur le projet. Et donc quand je vous parlais de soudure, j'ai pensé reconstruire le corps en tôle, donc, et de travailler le concept de locked-in syndrome, donc le fait d'être à l'intérieur d'un corps, mais d'être un peu aussi enfermé dans une espèce de corps artificiel d'une certaine manière. Et je pense que le fait d'essayer d'avoir un point de vue à l'intérieur de ce corps-là qui sera construit et peut-être une façon, moi je pense, assez élégante de redonner un corps à un spectateur qui sera plongé dans cette expérience-là, et aussi de lui donner un moyen de s'en sortir, entre guillemets, de ce corps-là, à travers, ça c'est mes outils, mon casque de réalité virtuelle et mon casque de soudeur, et mon petit atelier maison. Avec je prends des photos, en fait, le concept pour la spatialisation des images, c'est des photos stéréoscopiques d'objets qui sont par la suite spatialisés dans un environnement 3D. Donc, ce qui peut être un peu différent de la modélisation 3D ou de la spatialisation d'objets 2D dans l'espace. Ce n'est pas quelque chose qui est souvent utilisé, j'ai l'impression, pour l'instant en VR. Et ça a l'avantage d'avoir beaucoup de textures, beaucoup de qualité de lumineuse et de tactile. Donc, c'est quelque chose que je veux exploiter. Et donc, comment on pourrait faire pour utiliser le neurofeedback comme outil d'interactivité dans l'œuvre. Alors, une fois que le corps sera construit, qu'on sera au centre de cet univers-là, je propose qu'on puisse essayer d'y naviguer et puis éventuellement d'en sortir à travers l'activité électrique des utilisateurs, disons, des spectateurs. Donc, le niveau d'attention et de focalisation dans l'œuvre va permettre de plier tout ce métal-là par le niveau, finalement, électrique du cerveau. Ça, c'est intéressant parce qu'en art, le biofeedback est quelque chose qui est là depuis déjà un certain moment. Et je pense qu'en cinéma, on a plusieurs expériences interactives de ce type-là, mais en réalité virtuelle, je pense que, disons que en animation, je n'ai pas vu d'expérience de ce type-là. Et l'ONF me donne un bon cadre pour expérimenter ce genre de technologie-là qui, je pense que sans une aide technique, je serais un peu dépassé. Donc, pour moi, c'est intéressant de développer le projet avec l'ONF. Là, je vous montre juste des petits essais de texture pour vous montrer ce que ça donne, par exemple, la brasure au bronze. Donc, les photos macro donnent, finalement, je trouve assez une bonne idée du côté tactile qu'on peut aller chercher, du type de lumière qu'on peut avoir, qui, moi, m'inspire beaucoup. Autant les moulages en sucre m'inspiraient de par leur translucidité, puis l'effet glace que ça pouvait donner. Autant les réflexions sur le métal et l'idée de joindre des plaques en métal me plaît beaucoup. Alors, c'est sûr que
la matière est aussi porteuse d'un message. En tout cas, je pense que dans les 2 projets précédents que j'ai faits sur le corps humain, c'était le concept de base. Et puis, je pense que ça va dans la continuité des 2 projets précédents. Donc, c'est ça. Donc là, c'est en gros, c'est le voyage que je propose et puis que j'ai essayé d'illustrer ici à travers ces photos, ces images. Et voilà. Alors, c'est évidemment comme un projet en gestation, c'est un petit peu difficile à... Mais j'ai du mal à faire le lien entre les soudures, le métal qui plie par la force de notre pensée et tout ça. Donc, qu'est-ce que ça... Donc, si on veut être un peu concret, on va voir cette installation. On se met un casque sur la tête, comme d'habitude, je dirais. Oui, c'est ça. Et est-ce que c'est un casque particulier ou je sais qu'on m'a dit que c'est un projet qui va prendre probablement 1 année à réaliser, que les prochaines générations de casques VR vont possiblement comporter aussi des électroencéphalogrammes donc à l'intérieur du casque pour permettre ce type d'expérience. Donc, je ne sais pas si ça arrivera vraiment quand le projet sera terminé. Sinon, il faudra combiner les 2 casques ensemble. Et puis, c'est possible aussi que cette idée-là, qui est, je pense, un concept intéressant, que finalement ne soit pas réalisable, c'est quand même une possibilité aussi, là. Parce qu'il n'y a pas eu de test. Je sais qu'à l'ONF, on m'a dit que c'était quelque chose de possible à travers un engin de jeu, à travers Unity. Mais bon, que là, je suis au début et puis j'ai fait des tests d'immersion 360, mais je ne suis pas rendu à ces tests avec l'électroencéphalogramme. Ouais. Et qu'est-ce que le spectateur découvrira quand il mettra son casque alors? Alors, premièrement, il va être immergé à l'intérieur d'un corps qui va se construire comme ça en métal. Donc, il va se voir de l'intérieur. Parce qu'en fait, le premier effet que moi j'ai eu quand j'ai mis un casque de réalité virtuelle, c'est l'effet que tu as évoqué en début de présentation, c'est le fait qu'on n'a plus de corps, qu'on devient une espèce de fantôme. C'est la première fois où on peut voir à travers, finalement, on voit vraiment en 360 sans être bloqué obstrué finalement par notre corps. Donc c'était l'idée aussi de recomposer un corps de l'intérieur. Ouais. Après, pour ce qui est de l'interactivité avec le métal, ben je vais un peu dans l'idée des images que je vous ai présentées là, des illusionnistes. Donc, c'est pour vraiment voir si le niveau d'attention, donc le niveau alpha, bêta des ondes hertziennes du cerveau, c'est ce qui est lu par ce casque-là de l'électroencéphalogramme, comment notre niveau de calme ou d'attention peut influer sur l'affichage de boucles d'animation. C'est le défi qui est lancé ici. Bien, merci beaucoup. Merci. Nous avons du temps. Oui, on a un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure pour voilà, si vous avez des remarques, questions. Alors d'abord, Georges. Elle fuse. Non, je voulais rebondir juste sur les informations que tu nous as données, Nicolas, parce qu'on a taillé un peu l'intervention précédente parce que ça devenait très, très long, mais il y a des exemples par exemple, il y a une technologie Théodore, il a parlé de la pornographie, donc cybersex, ça existe depuis les années 80, c'est-à-dire quoi? Une espèce de squelette d'armature, de charnet qu'on peut mettre autour de soi et dans des parties effectivement plus sensibles et transmettre des stimulations, qui soient chauffage, qui soient frottement, qui soient différentes choses. Et ça, c'est du cybersex. Bon, restons un tout petit peu, un peu plus distant de ce côté coquin, mais la télétransmission de sensations, ça peut se faire, et puis effectivement, ça peut se faire sur plusieurs spectateurs simultanément.
un élément. Un deuxième élément qui est de l'ordre de la transmission de la pensée, je lisais récemment, ce n'est pas la seule personne qui a fait, mais c'est une chercheuse ukrainienne qui a réussi avec comment on appelle ça, pas les vagues, la pensée, de faire décoller et atterrir un drone. C'est assez simple finalement, la technologie est assez simple, rudimentaire mais simple. C'est-à-dire quoi? Elle avait pensé fortement l'idée de gazon et ensuite fortement l'idée de nuage. Elle avait son casque et par Bluetooth, elle transmettait les ondes électriques à un ordinateur. Et cet ordinateur transmettait au drone. Et donc, chaque fois qu'elle pensait herbe, le drone comprenait qu'il fallait atterrir, descendre le moteur. Et chaque fois qu'elle pensait fortement nuage, le drone comprenait qu'il fallait monter. Tout ça, combiné ensemble, donne une perspective sur une télétransmission à la fois des images, des sensations et plein d'autres choses. Et donc, on est forcément dans une immersion qui va se passer de l'image et des dispositifs sphériques ou autres, parce que ça sera direct. Voilà, c'est ça que je voulais... D'accord. Alors, je vais continuer pas tout à fait sur le même thème, mais finalement, ça va le recouper. Pour revenir, Jacques, sur ce que tu disais en début de table ronde, sur la définition finalement du terme réalité virtuelle, je pense qu'il faut aussi se replonger complètement dans l'histoire, une nouvelle fois. Repenser, notamment à un livre, alors que personne ne connaît, qui est de Leibniz, qui date de 1666. Il livre un témoignage d'un séjour à Paris qu'il a fait 20 ans auparavant, où il imagine, à partir de la vision qu'il a eue des premières lanternes magiques, une sorte de projection future de spectacle qui finalement anticipe celui du cinéma. Donc en fait, on est dans un rapport, disons, des mathématiques à une description de réalité virtuelle. De la même manière, je ne ferai pas une liste trop longue, rassurez-vous, mais il faut se souvenir quand même, et j'y pense parce que Nicolas Brault a évoqué la notion de fantôme, il faut se souvenir qu'il y a les fantasmagories de Robertson, et que le début finalement du cinéma est fantomatique et renvoie à la notion de fantôme, et que la question du corps, justement du corps, et de la présence-absence du corps est absolument fondamentale dans l'élaboration, disons, de l'invention même du cinéma. Bon, de la même manière, je pense à Villiers de l'Isle-Adam. Villiers de l'Isle-Adam dans l'Ève future, et en plus c'est le rapport avec Edison que vous avez évoqué aussi. Il décrit à un moment donné, dans un passage absolument éblouissant, une représentation virtuelle en 4D, même pas en 3D, mais en 4D, puisque le corps immatériel de l'androïde féminin qui est décrit flotte littéralement dans l'espace sans aucun support perceptible, en tout cas par le spectateur. Et enfin, et on en vient justement au début de l'histoire de l'animation, il ne faut pas oublier toute l'expérience des incohérents. Émile Cole était dans ce rapport, et plusieurs des protagonistes du mouvement incohérent, mais là le titre ne me revient pas, je sais qu'il avait un copain dans le groupe qui a écrit un livre sur le futur, et qui parle en réalité de réalité virtuelle. Bon, c'est un livre qui doit dater de 1880 et quelques. Bon, j'ai plus la notion exacte. Vous le retrouverez dans mon bouquin, d'ailleurs, sur la fantasmagorie, parce que j'en ai parlé. Alors, deux autres... c'est plutôt des questions, cette fois, que je me pose. Bon, je trouve que ce qui rapproche les deux explications que Théodore et Nicolas nous ont données, il y a peut-être un point commun qui est celui du tactilisme, et je pense qu'on devrait s'interroger sur cette notion-là, parce que Théodore, tu as parlé du rapport émotionnel que tu cherchais à créer dans le travail que tu as fait, et Nicolas, tu as évoqué cette notion de tactilisme, et je pense que c'est quelque chose qui relie vos deux expériences, mais enfin, bon, c'est plutôt à vous de le dire qu'à moi.
Et puis enfin, j'ai une question alors toute plus précise par rapport à un terme, Nicolas, que tu as utilisé. C'est quoi la cryosection? Donc, une cryosection, c'est... moi, donc déjà pour corps étranger, j'ai utilisé des images d'un centre de recherche aux États-Unis où ils ont créé la carte la plus précise de l'intérieur du corps humain dans les années 90. Et pour faire ça, ils ont pris le corps de 2 détenus qu'ils ont congelés finalement, qu'ils ont cryogénisés et qu'ils ont coupé en 1800 coupes axiales, donc le corps. Et ces couches-là, elles ont été digitalisées, scannées et recomposées après dans un programme 3D. Et c'est ces images-là qui ont servi à créer dans les années 90 la carte la plus complète de l'intérieur du corps humain. Donc, voilà. Oui, bonjour. Je n'ai pas d'idée spéciale concernant la réalité virtuelle. Je trouve quelquefois que les expériences sont extrêmement intéressantes. Je m'y suis même prêté quelquefois. Mais pour moi, elles n'ont pas grand-chose à voir avec le cinéma, et en particulier avec le cinéma d'animation. En vous écoutant, bon, c'était quand même très intéressant, bien sûr. En vous écoutant, je pensais à des entretiens qu'avait donné Jean Renoir à la télévision dans les années 60. Il y avait une petite série qui s'appelle, je crois, Renoir parle de son art. Je ne sais pas si vous avez pu voir ça. Et c'était extrêmement intéressant dans le sens où il était très visionnaire sur le cinéma. À un moment, il parlait de l'obsession du cinéma à vouloir aller vers la réalité absolue. Là, on est en plein dedans, hein, donc. Et donc, il parlait de cette obsession, et là, il était très visionnaire parce qu'il disait, mais peut-être un jour, on va filmer une forêt, on pourra tourner autour des arbres. Je vous rappelle, on est dans les années 60. Hein. On pourra tourner autour des arbres, on pourra toucher la mousse et on pourra sentir les essences des arbres. Et après ça, il nous dit, mais diable, pourquoi irait-on s'enfermer dans une salle de cinéma pour voir ce que l'on a finalement à quelques mètres de nous? Voilà simplement une réflexion, je trouve que c'est intéressant. Je vais faire un très petit commentaire de ce que vous avez dit. Pour moi, c'est pour ça qu'on est ici. Et pour cette raison, on parle d'animation et réalité virtuelle. Parce que le but de tous les gens qui font du cinéma d'animation, ce n'est pas de créer une réalité. On appelle ça réalité virtuelle parce que ça, c'est la termine. Mais en fait, c'est de créer une réalité, un monde qui n'existe pas, un monde abstrait dans lequel rentrer le spectateur, de créer un monde imaginaire. Et je pense que tous, on est autour de cette vision de futur d'une média virtuel. Donc, ce n'est pas la réalité qui est notre but. Ni mon film est réaliste, ni c'est l'inogravure, quoi. C'est plutôt de rentrer dans un livre avec des illustrations imprimées, que c'était mon but, ou lui, c'est de mettre dans une sculpture. Ce n'est pas de le mettre dans un corps humain qui est réel, c'est plutôt dans une sculpture de métal qui n'existe pas, évidemment. Donc, c'est ça. Oui, mais là encore, Renoir parle de trompe-l'œil, finalement. C'est quand Renoir prend cet exemple d'arbre, de senteur, c'est du trompe-l'œil, après. C'est comment tromper la... Or, là où l'animation dépasse ça, c'est qu'on n'est absolument pas en train de proposer un trompe-l'œil. On revient exactement aux thématiques qui étaient abordées.
pardon, on ne pouvait obtenir qu'un résultat saisissant de réalité, puisqu'on copiait image par image la réalité. Moi-même, j'ai commis une pub pour un déodorant féminin où j'ai copié une femme qui avançait nue sous une cascade. Bon, c'était catastrophique. Ce qui se passe toujours avec la rotoscopie, parce qu'on s'est aperçu qu'en copiant cette réalité, que l'on avait donc sous les yeux, qu'il suffisait de la copier pour obtenir cette même sensation, ça ne marche pas. Je pense que vous avez tous en tête des expériences comme ça. Je crois que en animation, hein, le premier film du Seigneur des Anneaux, de Bakshi, si vous l'avez vu, ou enfin bon, il y en a d'autres, c'est catastrophique. Pourquoi ? On s'est aperçu, on s'est dit c'est impossible puisqu'on copie la réalité. Pourquoi ? Visuellement, nous n'avons pas l'idée de poids, de rythme et tout ça. Ils se sont aperçus qu'il fallait prendre quelques extraits. Bon, là, on ne va pas entrer dans un truc technique d'animation, mais qu'il s'agissait plutôt de relever ce qu'on pourra appeler des clés, des images clés. Et entre ces images clés, de les faire travailler par des animateurs, des véritables animateurs, pour donner l'idée de la réalité. Et ça marchait beaucoup mieux plutôt que de décalquer, on va dire ça, décalquer les images les unes à la suite des autres. Ça, justement, c'est intéressant aussi. Voilà. Carole, là-bas. Oui, moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce n'est pas le problème technique, c'est le statut du spectateur. Ça a été dit tout à l'heure par Emmanuel Alain Rénal, dans le cinéma, il y a des questions de cadre, et dans la VIA, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et en fait, c'est vrai que ça change beaucoup de choses. Dans le cinéma d'animation, dans le cinéma, il y a une vision qui est proposée. Moi, spectateur, en venant voir le film, j'accepte de voir cette vision que je vais ensuite détester, aimer, peu importe. Mais je me soumets à cette vision. Dans la réalité virtuelle, c'est autre chose qui se met en place, et c'est ce que vous avez très bien décrit. Juste un témoignage, moi j'ai cru que j'allais me sentir mal et que j'allais m'évanouir, mais sérieusement, quand dans I, Philip, je me suis vue avec un corps, un cadavre qui était le mien devant moi. C'est-à-dire que j'étais dans les yeux de Philippe et je voyais... Enfin, je me suis vue morte, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est une impression incroyable. Mais pour en revenir à Renoir et aux arbres, effectivement, dans un autre film dont j'ai oublié, je le trouvais moins bon, donc j'ai oublié le titre de réalité virtuelle, à un moment donné, je me suis tournée, comme Mohamed vient de se tourner vers moi, et j'ai vu derrière moi des choses que, évidemment, par définition, je ne connaissais pas. Et je ne les connaissais pas dans le récit. Et ça a changé le récit. Ce que je veux dire par là, c'est que le spectateur que je suis a changé la trame de la narration. Alors, c'est la question que je voudrais poser, c'est à Théodore Huchef. Je crois avoir compris que vous avez à un moment donné renoncé aux 360 degrés. Je ne sais pas, j'ai peut-être pas bien compris, mais que du coup, vous introduisez là une sorte de règle, mais comme Griffith s'est intéressé au gros plan devant une star pour montrer son visage, c'est-à-dire vous inventez une figure dans laquelle c'est à la fois la réalité virtuelle, si j'ai bien compris, et en même temps une intervention plus guidée du réalisateur, donc une modification du statut du spectateur. Mais j'ai peut-être rêvé. Oui, je vais vous répondre. Oui, pour moi, c'est très important que le réalisateur continue de guider le spectateur et ne laisse pas le spectateur d'être très volontairement libre. Donc, il faut mettre des limites. Et presque chaque œuvre qui sort maintenant, les gens sont imposés sur l'aspect des mouvements des spectateurs ou d'aspect de réflexion, d'aspect d'espace, si vous voulez. Donc c'est pour ça qu'on a mis cette limite des 180. C'est un choix artistique des médias que
que j'ai pris. Mais pour moi, c'est important de mettre des limites, parce qu'en fait, le cinéma, c'est de mettre des limites aussi. D'art, c'est de mettre des limites. Si on ne peut pas utiliser toutes les outils, tout ce qui nous donne, il faut choisir notre... Et plus minimaliste on est, mieux ça marche, je pense. C'est ça. Bien. Si d'autres questions? Pascal? Pascal, oui. Et puis après, on va s'arrêter. Oui, évidemment, c'est dommage que ça s'arrête parce que c'est vrai que ce que vient de dire Carole Desbarras est très intéressant, ce que vous avez dit aussi, parce qu'on voit bien que le débat qu'on a depuis ce matin, c'est une oscillation, nos réflexions entre les définitions que nous avions du cinéma et ce qui est en train de surgir. Et si je suis absolument d'accord avec tous les renvois, disons, à la notion de cadre, à la manière dont on a perçu jusqu'ici le cinéma, il ne faut pas oublier non plus que dans l'invention cinématographique, la question, par exemple, spectrographique, et justement de la double vision, et donc d'une tridimensionnalité, existe dès le début. Donc on est vraiment confronté à une question, je dirais, paradoxale, qui est d'une part nos us et coutumes, nos habitudes, par rapport à ce qu'a été le spectacle cinématographique et ce qu'il est en train de devenir et qui n'a pas peut-être encore de nom, d'où un certain flou par moment dans nos échanges et des difficultés évidemment à cibler complètement la question. Est-ce que je peux ajouter juste quelque chose? Quelqu'un a mentionné qu'en fait la réalité virtuelle n'a rien à voir avec le cinéma. Je pense que c'est pas vrai, parce que chaque art qui sort le prochain, il emprunte d'art qui était auparavant. Tu sais, chaque siècle a son art. Moi, je crois à ça. Le 19e siècle, c'était le siècle du théâtre. Le 20e siècle, c'était le siècle du cinéma. 21, ça va être peut-être la réalité virtuelle, l'animation, mais chaque de ces formes emprunte des précédentes. Donc le cinéma est sorti en empruntant le théâtre, et la réalité virtuelle va emprunter du cinéma. Donc il va avoir des liens et ça va continuer comme ça. Même si on a toute l'opportunité d'avoir un monde tridimensionnel utopique autour de ça est très réel, même si on commence à sentir, d'avoir la sensation, on va continuer de rencontrer des histoires et on va continuer de faire du théâtre et de se retourner vers le roman, vers la littérature. Oui, donc tu as amené un casque. Oui, donc j'ai fait ceux qui seront intéressés peut-être plus tard ou sur l'heure du déjeuner ou dans la journée, c'est des premiers tests de spatialisation en 3D. Donc ils donneront une petite idée de des premières expériences. Quand le projet faut que ce soit relié à non, c'est indépendant, c'est un téléphone. D'accord, le téléphone est inclus dans le c'est ça. Formidable. Et puis moi, j'ai peut-être juste une petite réflexion sur le fait de ne pas avoir de cadre. J'ai l'impression que pour ce qui est de l'image mentale, le fait d'avoir du 360, ça nous coupe une partie de l'imagerie mentale des spectateurs. Parce que ce qui se passe à l'extérieur du cadre en cinéma, ça nous appartient à chacun comme spectateur. Et en VR, il y a toujours la possibilité de confirmation, donc de regarder, de voir si finalement ce que j'imagine être hors champ de mon champ de vue est vraiment conforme à ce que l'auteur a mis en scène. Donc ça, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à réfléchir au niveau de l'imagerie mentale. Non, puis pour finir sur le cadre, tout à l'heure je ne disais pas que ça n'a rien à voir avec le cinéma, c'est pour moi la réalité virtuelle, ouais, voilà. Ce ne sera pas l'avenir du cinéma, même si je pense qu'il s'en emprunte forcément. La preuve en est, puisque vous êtes deux réalisateurs, je suis un producteur de cinéma, donc ça prouve qu'on
s'y intéresse. Mais après, pour moi, on parlait de Griffith tout à l'heure, et pour moi, Griffith devient cinéaste non pas à partir du moment où il réalise son premier film, mais à partir du moment où, en tant que metteur en scène, il cadre avec la lumière ses personnages, ses comédiens. Et c'est tout à fait personnel. Hein, mais voilà, pour moi, je ne dissocie pas le cinéma au cadre. Et encore une fois, pour moi, la réalité virtuelle ouvre sur autre chose qui est tout à fait passionnant, mais qui ne relève pas de la narration cinématographique, qui s'en inspire, mais qui crée autre chose. Bien. On peut considérer que c'est une conclusion. Oui, je trouve qu'elle est belle. Merci. Merci Jacques.